À la version longue, cette semaine, je reçois Virginie Bernier, la directrice générale de la CDC Roussillon. CDC, qui veut dire la Corporation de développement du communautaire. C'est la deuxième fois que je la reçois à l'émission. C'est tout le temps en septembre ou en début d'automne que je la reçois. En fait, c'est tout le temps pour faire une mise à jour de ce qui se passe dans l'univers du communautaire, les revendications, les enjeux. C'est ça, faire un survol de tout ça. Et on va mettre beaucoup d'emphase dès le départ, à peu près la moitié de la conversation, c'est sur le Engagez-vous pour le communautaire qui existe depuis 2016. Et c'est une espèce de regroupement de tout le communautaire qui se met là-dedans pour faire des revendications auprès du gouvernement. Et d'ailleurs, il va y avoir des actions dès le 25 octobre qui s'en vient, 2021. Et ça va continuer jusqu'en 2022. Alors, je vous laisse avec la discussion avec Virginie. J'espère que vous allez apprécier. Virginie Bernier, re-bienvenue à l'émission. Oui. Dans un nouveau décor. Ben oui, cool, merci. On a un petit peu amélioré depuis le temps, mais tu es officiellement la première à revenir une deuxième fois. Oh. Fait que tu as comme l'aura de chouchou de l'émission. Wow! Merci de me faire cet honneur. Oui, mais c'est tout le temps le fun. Puis j'aime ça, c'est ça, de t'inviter parce que ça nous permet tout le temps de faire une remise à jour de ce qui se passe dans le communautaire, les enjeux et tout ça. Puis là, on peut faire, c'est ça, quand on s'était vu dans le fond l'année passée, il y avait c'est ça, on avait tout le gros début de la COVID, puis comment ça s'était passé. Ouais. Mais là, est-ce que depuis ce temps-là, est-ce que tu sens encore un écho de... Tu aurais quoi à dire ce qui se passe un peu avec les organismes depuis l'année et demie? Là? Est-ce qu'il y en a qui retrouvent un peu le souffle? Bien, c'est sûr que c'est un grand défi, puis on n'est pas sorti de la pandémie. On n'est pas sorti, on a tendance à l'oublier un petit peu, là, parce qu'il y a des assouplissements. Le Centre Bell va être rempli, mais... Oui, c'est ça. Il y a des assouplissements, il y a des allègements, il y a ci, il y a ça, ouais, mais concrètement, on est encore dedans. Puis, on va être aussi dedans les effets, les dommages post-COVID pendant longtemps. Ouais. C'est ce qu'on prévoit, c'est ce qu'on estime. On a fragilisé beaucoup notre société. Et la pandémie, on l'a vu, a accentué énormément les inégalités socio-économiques. Donc, ces effets-là, les échos de tout ça vont continuer de se faire sentir. Puis, moi, ce que je vois aussi, c'est que ça a exigé beaucoup d'énergie et de la part des travailleuses du milieu communautaire, de nos bénévoles aussi. Donc, c'est un essoufflement aussi de maintenir ce rythme-là. C'est sûr que l'adaptation est un peu terminée, là, dans le sens où on a quand même fait un premier tour de roue de tout ça, mais ça reste qu'après ça, on est fatigué, on est épuisé. Moi, j'entends beaucoup de témoignages de gens qui me disent en septembre, j'ai déjà hâte aux vacances de Noël. Ouais. Donc ça, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'on a étiré l'élastique, on est allé au bout de nos ressources, de nos capacités. Donc, on en est là actuellement. Oui, c'est clair. Puis, je vais aller avec une petite anecdote de nous, puis qui va peut-être nous amener dans le « Engagez-vous », là, qui est le gros sujet présentement là, pour le communautaire. Mais c'est ça, on a fait, nous, des demandes de financement avec le ministère des Communications, de la Culture. Puis, évidemment, dans le rapport, les heures de bénévolat ont descendu. Mm-hmm. Puis là, le ministère a appelé, puis il était comme « Ah, mais là, comment ça que ça a baissé? » Puis ma DG de dire il y a eu la COVID, on était moins ici, puis on a tout fait à moins de gens parce qu'on s'était fait dire qu'il ne faut pas être beaucoup, puis c'était comme dur à gérer, puis à un moment donné, tu peux pas. C'est ça venait comme voyons, pourquoi tu gosses sur ça? Je veux dire, c'était compliqué, là. Puis ça vient peut-être avec, là, justement, le engagez-vous, là, peut-être expliquer un peu qu'est-ce qui se passe là, de ce côté-là. Qu'est-ce que c'est, en fait, engagez-vous? Ça part de où? Bien, engagez-vous, en fait, c'est une campagne nationale de mobilisation. Donc, à l'échelle des 4000 organismes communautaires autonomes au Québec. Donc, c'est une campagne unitaire qui existe depuis 2016, donc qui a été vraiment créée afin de défendre, en fait, 3 grandes sphères. Il y a 3 grands enjeux sur lesquels on milite. Il y a le financement des organismes, donc de faire en sorte que à la hauteur de ce qu'on
de ce qu'on fait comme travail, puis des services, puis des activités qu'on offre. Donc, on exige un 460 millions de dollars là, en rehaussement de financement à la mission. Et ça inclut aussi les indexations. Parce que, bien sûr, on sait que si on a un montant à la mission X une année, puis que ce montant-là, il est gelé pendant des années, il n'est pas indexé, bien, c'est insuffisant, finalement. C'est une régression d'année en année, c'est ça, d'année en année. Oui, parce que les loyers augmentent, l'hydro augmente, il y a plein de choses qui augmentent à chaque année. Fait que ça, c'est juste pour le roulement de base qui fait que, ben là, maintenant aussi, il faut mettre de l'argent dans la mission. Mais peut-être expliquer un peu plus aux gens, tu sais, justement, c'est quoi l'espèce de financement à la mission qui est comme le gros nerf de la guerre que j'entends de plus en plus dans le communautaire, c'est martelé, mais moi, je suis au courant, mais juste peut-être... Oui, absolument. Mais en fait, le financement à la mission, son opposé, c'est le financement par projet. OK? Donc, le financement à la mission, c'est une reconnaissance de l'État parce qu'on a une situation complètement exceptionnelle au Québec là, par rapport à ça. C'est que les organismes communautaires autonomes sont reconnus et financés via une politique de reconnaissance. Depuis 2001, en fait. Oui, depuis 2001. Oui, exactement. Donc, ce financement à la mission-là vient vraiment appuyer justement l'ensemble des activités et des services qu'on offre à partir de la mission dont c'est doté, dont les communautés ont identifié pour chacune des organisations. Donc, c'est un financement qui est récurrent, qui est stable, qui est normalement indexé, tout ça. Donc, c'est encadré. Puis sur une plus longue durée, là, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça permet aux organismes concrètement d'avoir une vision à moyen long terme de je sais que l'an prochain, j'ai encore ce financement-là, puis ça vient appuyer l'ensemble de ma mission. Et moi, comme organisme, j'ai l'autonomie d'identifier c'est quoi ma mission, c'est quoi mes orientations, quel sera mon plan d'action, quels services et activités je vais offrir à la communauté. Le gouvernement reconnaît ça et m'appuie et me soutient pour ça. En opposé à ça, c'est le financement par projet ponctuel de différents bailleurs de fonds, différents partenaires financiers qui viennent appuyer pour X temps, pour 1 an, 2 ans, 3 ans, un projet spécifique, une activité spécifique. Donc, c'est un montant qui est ponctuel puis qui n'est pas nécessairement récurrent, qui n'a pas nécessairement d'entente à long terme. Donc, c'est un type de financement qui vient occasionner beaucoup d'instabilité pour les organismes parce que c'est difficile de prévoir, puis ça peut être coupé en tout temps, ça peut disparaître, c'est terminé, puis là, il faut on entre dans une logique d'essayer d'aller rechercher ces sommes-là tout le temps. Oui, puis ça demande aussi beaucoup de temps et d'énergie, des fois, si ta mission, c'est d'offrir de la bouffe aux gens, mais là, il faut que tu crées un projet qui est comme en lien avec ça, mais qui est très niché ou très précis, puis qui te demande vraiment beaucoup d'énergie, mais qui n'est pas tant nécessairement dans le truc précis de je distribue la nourriture ou des plats prêts, mais c'est ça. Le fait que là, il faut que tu mettes d'énergie, souvent d'autres employés, engager du monde, mais qui finalement, ça devient compliqué, le truc. Tu sais. C'est de l'énergie, du temps à réfléchir, développer ce projet-là, qui fit avec la mission, qui cadre dans l'espace de qu'est-ce que tu as envie d'offrir, qu'est-ce que la population a besoin, tu sais, les besoins de la communauté. Ouais. C'est de l'énergie pour remplir tous les formulaires, la paperasse, tout ça. Donc, si vous dites j'ai 5, 10, 15 sources de financement différents, ben c'est des demandes à chaque fois qui sont différentes, avec des critères différents, du vocabulaire, du lexique complètement différent, des exigences qui sont différentes. Et après ça, c'est la reddition de comptes pour chacun de ces bailleurs de fonds-là. Donc, après ça, c'est fonds par fonds, projet par projet, dire voici comment j'ai utilisé les sommes, voici les objectifs qu'on s'était fixés, voici... Et là, c'est aussi énormément... Donc, c'est beaucoup d'administratifs, en fait, qu'on n'utilise pas et qu'on ne peut pas mettre sur soutenir la population, les personnes les plus vulnérables. La mission, c'est ça, de dire, nous, c'est ça qu'on fait, on met le maximum d'énergie qu'on peut là-dedans. Oui. Ce qu'on défend, c'est ça qu'on fait, on est bon pour ça, on est expert dans ça, on répond bien aux besoins de la communauté, puis c'est démocratique, là. La communauté est impliquée dans les organismes communautaires. Elle fait partie des solutions qui sont proposées puis qui sont mises de l'avant par l'organisme. Donc, on est des champions puis des championnes de ça. Ouais. On est reconnus pour ça. On a une politique puis un plan d'action qui reconnaît ça.
Donc, soutenez-nous adéquatement pour qu'on puisse faire ça et qu'on cesse de perdre un temps fou à chercher, à grappiller à gauche et à droite des petits fonds de tiroir pour être capable de donner des services aux plus vulnérables. On parle de justice sociale et de respect des droits humains là, en bout de ligne. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ce que je me dis, c'est que le financement par projet devrait être une espèce de glaçage ou un surplus. Tu sais, une fois que tu as la mission, une fois que tu as... Moi, j'ai mon financement, c'est ça, ça fonctionne, ça marche, mais de faire, hey, j'ai une idée qui peut être ponctuelle ou pas, puis faire, OK, mais là, il y aurait le truc, quand on peut aller chercher une enveloppe pour le projet, on fait ça, mais qui est comme qu'une fois que la base est là, tu sais, c'est ça, c'est que des fois, la base est chambranlante, mais on fait juste mettre des projets là-dessus qui viennent alourdir, mais je pense que ça pourrait ça pourrait demeurer des formes de financement ponctuelles qui viennent appuyer des opportunités, tu sais, ou des réalités qui sont ponctuelles. Quand est-ce qu'il y a une réalité qui est ponctuelle pour un projet vraiment inscrit dans le temps, c'est pas mauvais qu'il y ait un financement qui vienne soutenir ça. Mais quand ce financement-là sert, comme tu le nommes, à juste stabiliser puis consolider un organisme puis essayer de dire, ça va nous permettre de ne pas perdre telle intervenante, ça va nous permettre de ne pas mettre, de pas cesser d'offrir des services à telle clientèle vulnérable. C'est là que ça devient un enjeu, là. Oui, puis des fois, c'est ça, c'est à se demander si le fait que ce soit par projet, c'est comme si on enlève d'une certaine façon l'autonomie aux organismes, parce que là, si c'est un truc qui est affilié au ministère de la Santé, mais c'est comme si vous allez devenir vous allez remplir le service qu'on est en train de plus offrir. Ah, mais faites des projets, mais qui vont aider le réseau qui est supposé de faire ça, puis que le communautaire, ça peut devenir un surplus ou un truc à côté, mais là, qui devient un peu un délestage. C'est ça. L'absence, le sous-financement chronique puis l'absence de soutien adéquat à la mission, c'est ça. C'est de dire, finalement, les organismes communautaires sont pas si importants, puis c'est pas vrai qu'on est des sous-traitants de l'État, puis qu'on va à moindre coût répondre au désengagement de l'État, parce que c'est ce qui se passe. Il y a un désinvestissement, il y a un désengagement, puis qui ramasse les pots cassés? C'est le milieu communautaire, parce qu'on est sûr que ce ruissellement-là, il existe vraiment. Quand ça va pas bien en haut. Quand ça va pas bien, ça ruisselle facilement. Super bien jusqu'à nous. Puis c'est les travailleuses du milieu communautaire qui prennent sur leur épaule ce désengagement-là. Donc, c'est pour ça que cette structure-là d'offrir un financement à la mission est si important. Puis l'effet pervers du financement par projet, c'est effectivement de diminuer l'autonomie des organismes communautaires en disant, finalement, tu sais, c'est pas tellement toi qui va déterminer à partir des besoins de la communauté puis de l'implication démocratique et citoyenne de la population dans ton organisme. C'est chacun des bailleurs de fonds qui dit, nous, on estime que notre priorité, c'est comme ça. Voici de quelle façon ça fonctionne, puis il y a des fonds disponibles pour ça. T'embarques-tu ou t'embarques pas? Pas le choix, parce que... Exact. Oui, parce que... Parce que j'ai besoin d'argent, mais c'est pas ta... Tu sais, c'est ça, ils comprennent pas des fois tout à fait les subtilités de chaque région, parce que des fois, tu peux avoir des organismes dans chaque région, dans des villes proches même, qui, en théorie, font la même mission, mais qui le font de manière différente parce que c'est la réalité de cet endroit-là versus l'autre, tu sais. Fait que c'est ça, le mané, c'est que il y a plein de subtilités dans le communautaire. C'est pas justement un bloc comme en santé, là, que là, on essaie d'uniformiser la patente. Fait comme, mais le communautaire, c'est un peu ça l'idée. C'est que tout le monde a sa couleur. On essaie, il y a de l'entraide là, dans tout ça, mais tout le monde fait son affaire dans le meilleur qu'il pense et pour les biens des gens. C'est ça. C'est pas, on n'est pas sur une structure rigide. Oui, on adapte, en fait, le principe de la justice sociale, la transformation sociale, la lutte à la pauvreté et à l'exclusion, on l'adapte et on module selon les réels besoins de notre communauté. Puis cette communauté-là est investie dans nos groupes et c'est cette couleur-là que ça prend, tu sais. Puis là, après, le financement à la mission vient vraiment appuyer
l'ensemble de ces décisions-là, de ces solutions collectives-là qui vont avoir été à faire. Fait que ça, c'est un des grands blocs de la campagne Engagez-vous. C'est sûr que c'est le financement à la mission. Puis, clairement. Tu sais, on dirait que ça vient de me popper, mais tu sais, des fois, je me dis, dans le meilleur des mondes, le communautaire n'existerait pas. Tu sais, dans le sens que il n'y aurait pas de pauvreté. Tu sais, c'est ça. Le communautaire existe parce qu'il y a des problèmes, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Si c'était tout géré, il y avait déjà une structure, ça n'existerait pas. Donc, mais là, ça existe parce qu'il y a des problèmes. Donc, il faut gérer ça. Ça ne peut pas être tout le temps tassé de côté. Là, c'est pour ça qu'une des grandes revendications aussi, donc il y a les 3 paliers, le financement, l'émission, l'autonomie, mais c'est le réinvestissement dans la justice sociale. Parce que pour nous, c'est justement ça. C'est impossible de penser une société où il y a toujours plus de problèmes, où il y a toujours plus de besoins. Pourquoi? Parce que l'État ne prend pas ses responsabilités et n'assure pas son devoir de protéger la population, de soutenir adéquatement les services publics, les programmes sociaux. Donc, en se désengageant de ça, il y a toujours plus de problématiques, d'enjeux, de besoins. Puis encore une fois, ce qu'on voit, c'est que ça ruisselle jusqu'à nous. Et là, ça devient la charge et la responsabilité des groupes communautaires. Donc, c'est clair que c'est un pilier de nos revendications, c'est de dire l'État doit investir dans la justice sociale puis dans le respect des droits humains. Parce que c'est de ça dont on parle. Donc, de se laver les mains puis de se retirer de tout ça, c'est des droits humains fondamentaux. Se loger, avoir un toit au-dessus de la tête, se nourrir, être mobile, pouvoir se déplacer, donc assurer les besoins de base de la population. Puis ce désinvestissement-là, il est dans le réseau de la santé, il est dans le milieu de l'éducation, dans les services de garde, tous des réseaux portés par des femmes exceptionnelles et qui, à bout de bras, portent des systèmes qui sont dysfonctionnels, qui sont difficiles, qui leur donnent des conditions de travail vraiment horribles parfois. Et donc, tu sais, on se dit, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est pas grave parce que c'est des femmes? Est-ce que c'est pas grave parce que de toute façon, elles sont si bonnes et si dévouées et si prendre soin des autres, ça fait partie de leur mode de fonctionnement, de leur mode de vie? Mais c'est ça, on fragilise énormément tous ces réseaux-là. On fait porter ce fardeau-là sur les épaules des femmes. Puis au final, les travailleuses du milieu communautaire font aussi partie des victimes de ce réseau-là. Donc, il faut absolument cet investissement-là en justice sociale. Mais ça se traduit comment, tu sais, réinvestir, dans le fond, juste comprendre, c'est quoi exactement réinvestir pour la justice sociale? Ça s'articule comment? Bien, c'est vraiment, c'est un angle, hein, quand c'est ton objectif, là, qu'il y ait plus de justice sociale, bien, tu soutiens des programmes puis des services publics comme santé, éducation, services de garde. C'est des grands réseaux qui sont difficiles. On parle des CPE, on parle les hôpitaux, les CLSC, tous les services de première ligne en santé, services sociaux. Depuis des décennies, les gouvernements qui se sont succédés ont reculé, ont refusé d'investir les sommes qui étaient nécessaires pour assurer que ces réseaux-là fonctionnent bien, que ça soit bien structuré, que majoritairement les femmes qui y travaillent, qui aient des bonnes conditions, soient en mesure d'offrir des services adéquats. Au contraire, on a centralisé des choses, on a reculé sur des positions historiques, on a fragilisé des réseaux. C'était un choix, en fait, social de dire tous ces réseaux-là, ces systèmes-là, on les crée pour s'assurer que les inégalités soient le moins visible et souffrant possible. C'était ça le projet. Et là, on recule sur tout ça. Bien, ça crée des infirmières qui font du temps supplémentaire obligatoire. Ça crée des CPE qui sont actuellement parfois en rupture de service. Là, on ne pourra plus offrir de services entre telle heure et telle heure. On ne pourra plus... ça crée des ruptures puis des défis immenses. Puis bien, évidemment, ces personnes-là, les plus vulnérables, puis
qui ont besoin d'avoir accès à ce service-là, ben ils viennent cogner aux portes du milieu communautaire. Ils sont, tu sais... Oui, c'est ça. Ils sont coincés dans cette dynamique-là. C'est ça. Investir dans la justice sociale, c'est investir dans ces réseaux-là. Puis les solutions, elles existent. Les travailleuses de tous ces milieux-là proposent des solutions. Leurs syndicats aussi défendent des positions. On met sur la table toutes sortes de propositions, de solutions pour améliorer les conditions de travail, les conditions salariales, l'organisation de ces réseaux-là pour toujours mieux offrir du soutien à la population. C'est ça l'objectif. Puis si on a un réseau de la santé qui est accessible, qui est gratuit, ben on vient soutenir les plus vulnérables parce que c'est toujours eux qui paient la note au final. C'est toujours les plus vulnérables. Moi, je peux me dire, moi, je fais partie des privilégiés. Le système de santé publique ne me convient pas. J'ai de la difficulté à avoir d'accès à des services, mais c'est pas grave, je peux me payer du privé. Ouais. Donc, on accélère aussi le privé. Dégradation, oui, c'est ça. Puis le gouvernement a fait des gestes concrets pour permettre l'accélération du privé dans tous les réseaux publics qu'on a mis en place depuis des décennies. Donc, forcément, moi, je peux prendre le chemin à côté. Je peux prendre la traque à côté parce que je suis privilégiée, parce que je suis capable. Mais c'est pas le cas des personnes les plus vulnérables qui ont juste une option, celle de s'appuyer sur un réseau qui les laisse tomber au final. Puis si le réseau les laisse tomber, c'est pas de la faute des travailleuses qui sont impliquées dans ce réseau-là. Ouais. Moi, je pointe du doigt à un État qui a fait le choix de soutenir davantage le système privé que de soutenir la justice sociale. Oui, c'est ça, qui est un peu... il y a comme une forme de laxisme. On dirait que c'est de ne pas rien faire, mais c'est de faire un choix aussi, l'espèce de « Ah, mais si on veut laisser aller les choses, là, mais laisser aller les choses, ça ne va jamais du bon bord. » Mais ça va beaucoup plus loin que le laxisme. Là. Pour moi, il y a un soutien concret à un réseau privé. Il y a un soutien concret à certains travailleurs de ce réseau-là, les médecins pour ne pas les nommer, mais tu sais, ça, c'est une réalité dans le réseau de la santé, mais c'est comme ça un petit peu partout. Pour moi, ça va plus loin que ça. De refuser de renégocier sur la table la façon dont c'est structuré, de ne pas regarder du côté du financement qu'on offre aux écoles privées. Tu sais, je veux dire, c'est pas du laxisme. Ce sont des choix de dire on continue de soutenir, puis on augmente même le soutien à certains secteurs privés au détriment de ça s'inscrit là, dans l'échelle du temps. Là. Je ne ferai pas toute une histoire, mais c'est pas du laxisme. C'est très volontaire. Ouais. Et là, justement, tout ça, l'engagez-vous. Là, il y a des actions qui s'en viennent. Oui. Parce que ça, c'est bien beau de demander, mais des fois, ça n'écoute pas. Alors, il y a des actions qui s'en viennent là, pour le regroupement Engagez-vous. Là, en fait, l'action Engagez-vous, est-ce que tu peux en parler un peu? Oui. Bien, en fait, c'est ça. La campagne existe depuis 2016. Là, il y a eu différentes actions qui ont été portées. Puis, quand le gouvernement actuel a été entré en poste en 2018, avait pris l'engagement de revoir le plan d'action gouvernemental en action communautaire. Okay. Donc, ce plan-là, c'est quoi exactement? Juste pour. C'est une application, finalement, de la grande politique. Donc, on a une politique gouvernementale qui existe depuis 2001, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et cette politique-là vient définir le fait que les organismes jouent un rôle essentiel dans nos collectivités. Ils sont reconnus pour ces raisons-là. Notre autonomie est protégée. Puis, dans cette politique-là, il y a une volonté que tous les ministères appliquent la politique, respectent l'autonomie des groupes et les financent adéquatement. Donc, le plan d'action, c'est un peu la mise en œuvre, en fait, de cette politique-là. Et il est très désuet, ce plan d'action-là, très, très, très désuet. Donc, ça fait longtemps qu'on revendique que le plan d'action soit mis à jour, soit actualisé, puis qu'il soit refait. La dernière fois qu'il a été fait, c'était quand? Je pense que c'est 2004, genre. OK. Ça fait très, très longtemps. Là. C'est plus, ça marche plus. Puis, ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est que ça n'a pas été appliqué non plus. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un décalage très grand entre chacun des ministères, puis que le soutien aux organismes communautaires n'est pas du tout concrétisé là, dans plein de ministères. Donc,
c'est super important qu'on ait un plan d'action actualisé. Et dès 2019, donc, il y a eu des démarches qui ont été entreprises par le gouvernement, des grandes consultations publiques, pas juste pour le milieu communautaire, mais aussi d'autres organisations interpellées, dont les fondations, les municipalités. Donc, on s'est tous prononcés en se disant « Youpi, tu sais, on va avoir un plan qui s'en vient tout bientôt. » C'était supposé être ça. Puis finalement, c'est jamais arrivé. Donc, le gouvernement s'est dit non. Les travaux qu'on avait dit qu'on compléterait pour le printemps 2020, bon, il y a eu un peu la COVID là, à travers ça, mais quand même, les consultations étaient complétées, puis ça allait bon train. Donc, on avait confiance que ce plan-là représenterait en fait davantage nos réalités actuelles. Puis qu'il viendrait assurer c'est un levier, c'est un tremplin, c'est une réaffirmation de l'importance que l'action communautaire autonome au Québec. Et là, ben, c'est sur la glace depuis ce temps-là. Donc, nous, on estime que c'est des promesses brisées. Ouais. Donc, il y a eu non seulement pas de plan d'action, donc le PAGAC qu'on l'appelle, pas de plan d'action gouvernemental qui a été déposé. Il y a un report là, de durée indéterminée qui est en cours avec ça. Il y a une pandémie qui est venue démontrer très nettement l'importance du milieu communautaire. Il y a eu des budgets et des mises à jour économiques depuis ce temps-là, pendant la pandémie, qui ne sont pas venus réaffirmer la nécessité de nous soutenir comme milieu communautaire encore plus en contexte pandémique. Donc là, on est à l'étape de dire ça suffit. Là, on peut pas accepter cette situation-là. On a non seulement besoin d'un plan d'action, mais on a besoin de financement concret, immédiat, autant pour le milieu communautaire que pour le réseau public, les services publics, les programmes sociaux, pour venir vraiment protéger les plus vulnérables, puis faire en sorte qu'on puisse vraiment assurer ce rôle essentiel-là qu'on a démontré. Nous sommes des travailleuses essentielles, puis on l'a clairement démontré. Donc, on fait une journée d'action. Oui. Le 25 octobre. C'est un lundi. Je pense que oui, c'est ça. Ouais. Donc, le 25 octobre, on fait une grande journée de mobilisation partout à travers le Québec pour vraiment relancer nos différents modes d'action. Puis, on a toute une série là, d'actions prévues là, jusqu'au printemps 2022. Donc, on fait des actions concrètes sur notre territoire ici en Montérégie. Donc, la CDC, on est fiers de participer au comité régional là, qui oriente un petit peu là, les actions en Montérégie. Donc, c'est le comité est porté par la TROC Montérégie, donc la table régionale des organismes communautaires. Et on fait partie là, de ces membres-là. Et on a identifié une action là, bien concrète là, sur notre territoire, dans la prairie. Les choyers. OK. Mais est-ce c'est sous secret ou... Non, c'est officiel. je sentais comme... on le dit pas, là, mais... Tu veux le punch? Tu veux savoir? Ouais, c'est le 25 octobre, donc de midi à 13h, on va faire un rassemblement devant les bureaux du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, qui est également député de la Prairie. Donc, on va avoir un rassemblement sur le territoire de la MRC Roussillon pour l'ensemble des organismes de la Montérégie. Donc, on va aller lui rappeler nos demandes, nos exigences par rapport à ça. Puis, ça va être aussi une journée là, de différentes actions, par exemple des visites là, de députés. Donc, on va s'assurer que même s'il y a un rassemblement à un bureau spécifique, il va y avoir aussi tous les députés là, qui vont recevoir la visite d'organismes communautaires pour leur rappeler l'importance de nous soutenir, de reconnaître notre autonomie puis de réinvestir dans la justice sociale. Oui, parce que 460 millions, quand on dit ce chiffre-là, ça a l'air gros, mais dans le budget du Québec, c'est pas si payé que ça. Ben, c'est à peu près 1% là, dans le budget de la santé des services sociaux. Ouais, donc, c'est pas... non, c'est pas faramineux. Puis ce chiffre-là, il n'est pas comme farfelu, genre on le fait apparaître comme ça avec une baguette magique dans un chapeau. Là. Pourquoi pas 461? C'était 475 il n'y a pas si longtemps. Okay. On l'a réajusté parce qu'il y a eu quand même des gains dans les dernières années. Il y a eu quand même un financement. Donc, dans le fond, c'est tous les secteurs d'activité via les grands regroupements nationaux qui sont interpellés dans l'identification de ces besoins financiers-là. Donc, c'est vraiment... chaque organisme est interpellé sur voici ce que je reçois, puis voici ce que j'aurais besoin de recevoir
comme montant, comme soutien financier pour être en mesure d'effectuer le base, minimum. ouais, La c'est base de ma mission, c'est ça. Tout ça est regroupé et mis en commun. Donc, à l'origine, en 2016, c'était 475. C'était 400, 450, 475. Il y a aussi les indexations. Concrètement aussi, il faut le réfléchir dans le temps. Mais il y a eu des gains. Donc, il y a eu une mise à jour de ces données-là. Donc, ce chiffre-là, il n'est pas... il n'est pas inventé là, quelque part par quelqu'un. C'est vraiment une collecte de données à l'échelle du Québec parmi tous les secteurs d'activité pour être en mesure de cibler ce montant-là. Donc, malgré les gains, mais aussi en tenant compte des besoins supplémentaires qui arrivent puis de l'indexation nécessaire, on est à 460 millions actuellement. Puis ça, tu sais, je me dis, dans le fond, parce qu'ils donnent déjà de l'argent par projet, mais ça, c'est... Est-ce que ça compte le fait qu'on enlève tout cet argent-là, c'est ça qu'on a besoin? C'est ça, juste qu'on être sûr de comprendre. Je pense que c'est pas clair, là, mais ce que je veux dire, mais dans le sens... Mais c'est la demande qu'on fait au gouvernement du Québec. Ça. C'est la demande qu'on fait au gouvernement du Québec à travers la politique de reconnaissance puis à travers le soutien financier, les programmes actuels, on soit financé à cette hauteur-là. Que ce soit une augmentation. Donc, on n'inclut pas dans la réflexion puis d'analyse les autres sources de financement puis le fait qu'il y ait d'autres acteurs. Bien, les autres acteurs, c'est ça, mais mettons, je me dis, le gouvernement donnait déjà de l'argent, mettons, le ministère donnait de l'argent par projet, mais là, c'est plus on veut que ça soit stabilisé dans ça. Dans le financement à la mission. C'est ça, fait qu'il y a peut-être, c'est peut-être pas une augmentation nécessairement peu de 460. Je sais pas si c'est clair dans je comprends ce que tu veux dire, que via du financement par projet, l'État nous aide déjà avec d'autres montants. Mais c'est de le stabiliser en mode mission et non par projet. Puis après ça, l'indexation, puis on verra la côté. Mais y a-t-il d'autres choses à rajouter là-dessus avant qu'on avance dans les autres sujets qu'on a discutés? Je ne sais pas si... Ça fait le tour. Nos 3 grandes revendications de cette grande campagne Engagez-vous pour le communautaire, puis il va y avoir des actions partout à travers le Québec le 25 octobre, mais aussi ça, vraiment une série d'actions là, qui vont être portées là, jusqu'au printemps. Oui, jusqu'au printemps 2022, parce que, on attend ce budget préélectoral, donc on a bien hâte de le voir, mais est-ce que finalement, le gouvernement va utiliser ce budget-là pour nommer clairement que le milieu communautaire est d'une importance capitale dans notre société? C'est ce qu'on espère. Oui. C'est ce qu'on espère. Mais là, en attendant ça, il y a d'autres élections. Oui. Des élections municipales qui s'en viennent le 7 novembre. Exact. Et vous êtes rentré un peu là-dedans. Là. Vous avez fait un document qui parle d'inclusion et de solidarité. Oui. Ça a germé de où, en fait, cette idée-là de dire on va mettre quelque chose pour... intervenir dans le municipal, mais de manière non partisane, évidemment. C'est très important, bien sûr. En fait, la CDC, on s'est toujours invité dans les campagnes électorales, je vais dire ça comme ça, que ce soit au provincial ou au fédéral. Là, pour la campagne fédérale, étant donné qu'elle a été annoncée dans l'été, puis tout ça, on n'a pas pu vraiment s'impliquer comme on le fait habituellement. Mais de façon générale, on produit des outils de vulgarisation, on organise des ateliers d'éducation populaire pour vraiment faire intervenir les citoyens sur leurs préoccupations, puis leur permettre de se familiariser aussi avec le processus d'élection. Puis on organise souvent aussi des échanges ou des débats là, entre les candidats. Donc, on le faisait déjà. Là, c'est la première fois qu'on le fait pour les élections municipales. Okay. Donc, ça prend une forme différente. C'est sûr que nos groupes communautaires, mes organismes membres, ils sont souvent interpellés par les candidats de leur propre municipalité, mais c'est la première fois qu'à l'échelle de la MRC-Roussillon, pour les 11 municipalités de notre territoire, on intervient là, dans la campagne. Donc, nous, ce qu'on voulait mettre en lumière avec le document pour des municipalités inclusives et solidaires, en fait, on voulait offrir un outil aux candidats et aux candidates dans les municipalités pour mettre en lumière vraiment les enjeux du milieu communautaire, qu'est-ce qui nous préoccupe, mais aussi en lien avec leur champ de compétences comme municipalité, bien sûr. Puis, vraiment mettre en lumière le fait qu'on estime vraiment concrètement que
les municipalités ont un rôle à jouer dans la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Ce serait quel rôle qu'il a à jouer, justement, le municipal dans la lutte à la pauvreté? Bien, il y a beaucoup de choses. Ce document-là contient beaucoup d'éléments. Mais en fait, tu sais, la base, le chapeau, pour moi, là, c'est l'aménagement du territoire puis l'urbanisme. Donc, par des moyens d'action très concrets, une ville peut décider de dire, par exemple, la façon dont j'aménage ma ville favorise le transport actif. La façon dont j'aménage la ville permet davantage de sécurité, par exemple, pour les femmes, de circuler le soir. Toutes ces réalités-là qu'une municipalité s'implique et s'investisse, par exemple, pour faire en sorte qu'il y ait des communautés nourricières, donc pour favoriser l'autonomie et la sécurité alimentaire sur le territoire avec des jardins collectifs, des jardins communautaires. Donc ça, c'est des possibilités aussi. Au niveau du transport, les villes ont un rôle à jouer important dans le réseau du transport, le fait qu'il soit efficace, abordable. Donc ça en fait partie aussi. Toutes les politiques aussi administratives qui peuvent être mises en place, que ce soit les démarches comme municipalité amie des aînés, municipalité amie des enfants, des politiques familiales, Donc, il y a plein d'outils aussi qui existent, qui permettent à la fois la participation citoyenne, donc des consultations qui permettent d'alimenter ces politiques-là, mais après, de mettre en œuvre les actions qui sont priorisées dans ces politiques-là, de le faire aussi en concertation avec les groupes communautaires. Tu sais, on le met de l'avant dans ce document-là, mais l'importance que les groupes communautaires fassent partie de l'équation, encore une fois, dans le respect de notre autonomie, là, c'est-à-dire dans des relations égalitaires. Nous, on y croit beaucoup. Donc, si on est des partenaires, on n'a pas de rapport de force, on n'a pas de rapport de pouvoir. On s'assoit ensemble autour de la même table. Puis, en soutenant le milieu communautaire, ça devient possible aussi de favoriser cette vie démocratique-là, la participation des citoyens dans l'identification des enjeux, puis de toujours prendre en compte l'angle mort. Là, souvent, c'est ça, c'est l'angle mort. Hein. C'est les personnes les plus vulnérables qui ont plus de défis au niveau de l'accessibilité universelle. Ça fait beaucoup partie du rôle que les municipalités peuvent jouer. Pour les personnes en fauteuil roulant, les personnes à mobilité réduite, les familles avec des poussettes qui peuvent entrer nulle part, qui ne peuvent pas passer, qu'il y a des trottoirs qui s'arrêtent à tel endroit. Donc, c'est toute cette vision-là. Donc, ça touche vraiment tout le monde. Ça permet de s'assurer d'une inclusion. Il y a toute la question aussi de la fracture numérique. Donc, beaucoup de municipalités vont offrir des modes de communication, d'information et de consultation via le web, via les téléphones intelligents, etc. Donc, ce n'est pas des technologies qui sont faciles pour tout le monde, qui ne sont pas maîtrisées par tous. Fait que nous, on cherche toujours aussi à faire prendre conscience de cette réalité-là, puis à dire il faut absolument continuer d'offrir une diversité de moyens. De rentrer, parce que, je veux dire, l'Internet, ça vient qu'un prix... Au Canada, on paye cher, là. Internet, à comparer bien des places dans le monde. Oui. Puis on l'oublie parce qu'on est privilégié, encore une fois. Moi, je me le dis tous les jours que je suis privilégiée, mais c'est de prendre conscience, de dire, ah oui, c'est vrai, si j'attends l'autobus au coin de la rue, puis que la société de transport considère que j'ai plus besoin d'afficher les horaires puis tout ça parce que tout le monde a son téléphone intelligent avec une banque de données qui te permet d'avoir accès rapidement à l'horaire. Non, c'est pas vrai, tu sais. Et donc, on oublie qu'il y a plein de gens pour qui la littératie numérique, c'est vraiment un grand défi, qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas les téléphones intelligents, qui n'ont pas les moyens financiers de se payer tous ces outils-là, puis Internet, puis, tu sais, donc on l'oublie, mais il ne faut pas le perdre de vue. Donc, il y a énormément d'enjeux sur lesquels les municipalités peuvent jouer un rôle. C'est vrai qu'au niveau urbanisme, c'est un truc qui est souvent, on n'y pense pas en tant que citoyen d'une ville, mais puis les citoyens ont un grand impact aussi dans demander d'avoir des meilleurs aménagements, mais de réfléchir avant. Oui. Bon, il y a certaines villes qui sont saturées, là, fait que le développement est un peu barré, mais de réfléchir les quartiers au lieu de laisser carte blanche aux promoteurs. On peut demander des choses. Dire, OK, vous allez développer ça, mais
faites pas juste des trucs en série. Il y a peut-être moyen de penser à quelque chose qui peut mieux circuler, qui peut abriter différents types d'habitations aussi. Là, c'est ça, la mixité d'habitation. C'est pour ça que je dis l'aménagement du territoire pour l'urbanisme comme chapeau autour de ça, parce que ça permet de favoriser toutes sortes de mesures comme la mixité des habitations qui offrir du logement abordable, du logement social pour que tout le monde puisse y gagner, pas juste des condos de luxe, évidemment. Ça permet d'assurer la protection des milieux naturels, la protection de l'environnement. Donc, ça aussi, c'est très important. Donc, de réfléchir à un développement qui va protéger tout le monde, toutes les espèces qui vivent, y compris les humains. Mais, tu sais, c'est tout ça. Puis une organisation qui favorise une participation sociale active de tout le monde. Puis oui, comme citoyen, on a la capacité puis les moyens d'exiger des choses, mais c'est un peu aride. Le thème de l'aménagement du territoire, c'est pas simple. Oui, ben c'est ça, tu sais, pour le nommer, là, mais Guy Turcotte, lui, c'est plus dans le niveau de la protection de l'environnement, là, la forêt, là, mais je sais que lui aime ça aller à toutes les rencontres de la MRC, mais il n'y a pas grand monde, puis même lui, qui est un peu un rat de bibliothèque, il aime ça, tout ça, et c'est aride, là, tu sais, c'est pas... C'est pour ça qu'on fait un des ateliers d'éducation populaire en lien avec les élections. C'est aussi pour récemment, là. Exactement, cette semaine, en début de semaine. C'est pour ça qu'on le remet toujours de l'avant. Tu sais, c'est quoi vos espaces démocratiques où c'est possible de vous investir comme citoyen, citoyenne, tu sais. C'est pas juste d'aller voter, là. Non, c'est ça. La démocratie, c'est pas juste aux 4 ans. La démocratie, c'est tout le temps, puis ça peut prendre différentes formes, puis on peut s'impliquer autant dans notre milieu de travail, à l'école, dans la communauté, dans les organismes communautaires. Donc, les niveaux d'engagement, puis on n'est pas tous confortables de la même façon là, de s'engager plus ou moins. Mais oui, on a un pouvoir d'agir, puis oui, on peut faire changer les choses, puis poser des questions, être présent au conseil de ville, être présent dans les consultations publiques des municipalités, compléter les sondages qui circulent, interpeller nos candidats. Là, les élections municipales, c'est une belle occasion pour dire OK, toi, comme candidat, là, moi, ma priorité, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu es en mesure de faire, toi, comme citoyen, comme candidat aux élections? C'est quoi tes engagements? Puis, ce qu'on a vu dans l'atelier d'éducation populaire, la question du logement revient beaucoup, beaucoup. Donc, tu sais, c'est ça. Les ateliers permettent de soulever la réflexion sur ça, puis de dire, OK, j'ai un rôle, puis j'ai le goût d'aller interpeller les candidats sur le logement, sur la protection de l'environnement, etc. Oui, mais d'ailleurs, je vais recevoir Martin Bécotte plus tard dans la saison, là, mais qui a un peu plus de temps. Mais qui est de la Fédération, j'oublie tout le temps, là, parce que c'est l'Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie, la FROM. J'ai tout le temps beaucoup de misère à retenir. Ils sont membres de la CDC aussi. Oui, c'est ça. En tout cas, on va parler de logement social plus en profondeur avec lui. Mais oui, c'est ça, tu sais, le monde, c'est ça. Ils sont très comme, on vote, puis souvent j'entends comme si tu votes pas, t'as pas le droit de chialer, mais chialer ou sur Facebook, l'idée, c'est pas tant ça de voter puis de chialer, c'est de se présenter, de faire, moi, c'est ça qui me tient à cœur, je vais aller talonner les gens, ou sans méchanceté, mais de faire comme, ça, c'est important. C'est qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la réflexion où vous en êtes? Puis... C'est suivre l'actualité d'abord, s'informer, c'est la base. Mais se connaître soi-même, là, je dis ça comme ça a l'air un peu psychopop, là, mais c'est vraiment de dire, c'est quoi mes priorités à moi? Puis c'est dans ça c'est sur ça qu'on travaille aussi dans les ateliers d'éducation populaire. C'est de définir c'est quoi ma vision à moi de ma municipalité? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est quoi qui me préoccupe, c'est quoi l'enjeu que je vois qui ressort. Fait que là, je connais, maintenant que je connais ça, voici tous les moyens d'action que je peux utiliser. S'informer, c'est la première chose. Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Qu'est-ce qui bouge? C'est quoi les mouvements citoyens qui sont actifs pour protéger l'environnement, notamment, ou pour, OK, ça existe. C'est qui les groupes communautaires qui sont déjà actifs dans l'enjeu qui me préoccupe, moi? OK, mais je peux m'impliquer, je peux m'investir, je peux participer, je peux faire du bénévolat, je peux être membre d'un conseil d'administration, je peux être présent au rassemblement, je peux signer une pétition pour demander, exiger telle chose. Donc,
tu sais, il y a plein de formes d'action. Donc, oui, c'est pas un rôle passif. C'est pas vrai de dire je vote aux 4 ans et où je chiale. Il y a comme... Non, c'est ça. Il y a une diversité de moyens d'action qui font en sorte que je protège ce que mes convictions, je mets de l'avant les valeurs de justice sociale, de solidarité, d'entraide. Puis, Non, parce que c'est ça, à un moment donné, je vais tomber. Dans le jour, mais à un moment donné, je réfléchissais un peu à ça. Tu sais, je me sentais débordé. Il y a plein de sujets qui m'intéressent, mais que je peux pas mettre de temps partout. Puis je tombais un peu dans le cynisme. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, mais c'est ça, j'ai dit, moi, ce que je fais, c'est qu'avec ma job, j'essaie de mettre en valeur des gens, des acteurs, des actrices qui travaillent sur des causes qui m'intéressent. Fait que ça, c'est un peu ce que je fais, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est ça mon action que je peux faire avec le talent que j'ai. Puis j'essaie humblement de faire ça, tu sais. Fait que à un moment donné, tu fais, OK, c'est ça. Mais tout le monde met un peu son épaule là-dedans. Avec l'énergie qu'on a, le temps qu'on a, puis les capacités qu'on a, absolument. Tu mets ce que tu peux dans la grande roue de tout ça. T'sais. Oui, puis je parlais à l'atelier d'éducation populaire de profil d'engagement. C'est pas vrai que tout le monde est confortable à être au front devant tout le monde, à porter une cause, puis à faire du bruit, puis à aller se lever debout au conseil municipal, puis poser une question. C'est un défi pour certaines personnes, puis c'est correct. Il y a des gens dans lesquels qui sont confortables dans ce rôle-là, puis il y a des gens pour qui être membre d'un organisme communautaire, participer aux orientations d'un organisme, assister à une conférence pour mieux s'informer puis mieux comprendre les enjeux sur quelque chose. Donc, il y a tout ça, il y a tous ces profils-là, mais ça constitue une vie démocratique saine dans laquelle tout le monde peut contribuer assurément. Oui. Alors, là, c'est ça pour ce plan-là, ce document-là. Vous allez comment ça va se passer? Vous allez distribuer aux candidats, vous allez avoir des rencontres avec eux. Il a déjà été partagé à nos candidats-candidates. Là, il y a une petite mise à jour à effectuer là, avec des plus récentes informations. En fait, on veut le présenter aux candidats-candidates. Donc, il y a une rencontre d'échange là, qui est prévue dans 2 semaines pour vraiment dire, voici qui nous sommes, voici nos enjeux, nos préoccupations, puis voici comment vous pouvez jouer un rôle en tant que futur élu dans le cadre de ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment le travail là, qu'on va porter. Oui, c'est vrai que c'est sous forme de rencontre. Est-ce que tout le monde en même temps ou séparément? Ou c'est parce que ce ne sera pas un débat, ce sera pas comme une espèce d'essayer de coincer des gens puis de faire là. C'est un grand défi parce que justement, habituellement, on est aux élections provinciales ou fédérales. On fait une espèce d'échange où on adresse des questions spécifiques. Chaque candidat répond. On a essayé des formules de débat puis tout ça aussi où ils pouvaient se répondre l'un à l'autre. Mais là, les élections municipales, c'est pas du tout la même réalité. Non. Puis là, on réunit tout le monde ensemble, donc les 11 municipalités, autant les postes de maire que de conseillers, conseillères. Donc, c'est plus une espèce de discussion informelle. Donc, il n'y aura pas de questions qui vont être adressées, il n'y aura pas de débat. On ne veut pas que ça prenne cette forme-là. On ne veut pas que l'espace qui soit mis de l'avant, c'est 2 candidats qui commencent à chicaner ensemble. Parce que... Honnêtement, là, pour vrai, les débats, je suis tellement tanné. Là. C'est décevant. C'est une show de boucan qui est tu sais, c'est tout le temps quand là, on attend, puis là, dans les médias, on sort le là, lui, il a répondu ça, puis c'était le fun. C'est comme, OK, tu sais, oui, parce que j'aime ça, l'espèce de show, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a de la boucane qui sert à rien, mais à rien. Puis moi, j'aime mieux qu'on s'assoie, tu sais, au pire, avec chaque candidat, puis c'est quoi, qui t'es, qu'est-ce que tu veux faire? Puis si tu commences à parler, mais l'autre, non, toi, c'est quoi que tu proposes? Je m'en fous de l'autre. L'autre, il va dire son affaire, puis toi, c'est quoi tu proposes? Là? Parce qu'à un moment donné, c'est facile. Mais là, lui, les autres font ça, c'est pas bon. OK, mais ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, mais ça veut rien dire. Tu sais. On cherche, dans le fond, une formule qui nous permet qu'il n'y ait pas juste des perdants. Puis que au final, les perdants, les plus grands perdants, c'est les citoyens qui regardent ça, qui regardent le débat, qui assistent à ces échanges-là, puis qui font comme bof. J'ai rien vraiment appris, j'ai rien retenu. Il y a juste des punchs, puis des clins d'œil, puis des affaires. Mais on cherche une formule où, dans le fond,
on va vraiment surtout défendre les intérêts puis les préoccupations du milieu communautaire. Puis on va vraiment vivement espérer que chacun de ces candidats-là puis de ces partis-là intègrent dans leur plateforme, qui sont des fois déjà actives actuellement, là, mais qui intègrent tous ces besoins-là, ces réalités-là du milieu communautaire, qu'est-ce qu'on défend pour les citoyens. Parce qu'au final, les candidats se disent le gouvernement de proximité. Hein, c'est comme ça que les municipalités se décrivent, des gouvernements de proximité. Ben nous, ce qu'on dit, c'est justement, tu sais, vous et nous, on regarde exactement les mêmes citoyens, citoyennes. On a la même préoccupation, mais avec des angles différents. Donc, on va vous sensibiliser puis vous faire comprendre notre vision à nous, notre angle des choses. Puis, ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez, dans vos plateformes actuelles, mais aussi dans l'avenir, quand vous serez élu, que vous puissiez mettre en œuvre cette réalité-là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, au municipal... Parce qu'on dirait que plus tu montes de palier, plus les idéologies, tu sais, la gauche, la droite, c'est plus marqué. Puis quand tu vas au municipal, tu sais, oui, tu peux avoir des profils de gens qui ont des affinités politiques, des idéologies plus différentes, mais vu qu'on tombe dans quelque chose qui est plus le quotidien, la gestion des parcs, les déchets, c'est pas autant important, en guillemets. Tu sais, ça peut avoir un impact, là, tu sais, justement, de l'urbanisme, puis bon, les affaires, mais... on est moins dans le gros show de conservateurs, puis le NPD, que là, tu fais, OK, le spectre est large. Fait que souvent, c'est plus dans des enjeux plus précis, plus ancrés directement avec le citoyen. Fait c'est moins dans un... Puis c'est ce qu'on défend quand on dit aux citoyens, tu sais, préoccupez-vous de ce quotidien-là, parce que ça touche directement votre vie, là. Puis à l'atelier, on le fait, là, je me lève le matin et, tu sais, toutes les actions que je porte dans ma journée, ma municipalité, elle fait partie de mon quotidien, tu sais. Alors que les élections municipales, c'est les élections où les gens sont... Le taux de participation au vote est le plus faible. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Puis justement, les gens sont, comme tu l'as nommé, tu sais, peu de gens vont au conseil de ville, peu de gens participent à ça. Donc, c'est dommage parce que vraiment, c'est pile poil sur notre quotidien, notre réalité, la gestion des matières résiduelles, du compost, le parc à côté de chez nous, mon inscription au camp de jour, est-ce que j'ai la capacité financière à m'inscrire à inscrire mes enfants au camp de jour, la bibliothèque, la façon dont ça se passe, la maison des jeunes de ma municipalité, c'est l'aréna, tous les services, la piscine, etc. Donc, c'est toutes des choses sur lesquelles on a du pouvoir. Puis malheureusement, on l'utilise peu, en tout cas au Québec. Oui. Le temps avance. Oui. Fait qu'on va avancer dans l'autre sujet qui est le lancement national de la déclaration commune en transport. Oui. C'est quoi, grosso modo, puis c'est qui, ça c'est le lancement national, donc c'est qui un peu qui participait à ça? Oui, en fait, la CDC Roussillon, on est une des organisations initiatrices de la coalition montérégienne pour la tarification sociale en transport. Donc, on a déjà commencé il y a une couple d'années à se réunir puis à se concerter sur l'enjeu de la revendication d'offrir un tarif réduit aux personnes en situation de pauvreté qui utilisent les transports collectifs. Donc, c'était ça le principe. Et comme il y avait l'Autorité régionale du transport métropolitain, donc la RTM, qui était chargée de réfléchir à la refonte tarifaire. Donc, il révisait là, tous les tarifs, là, surtout le Grand Montréal. Là. Donc, c'est une belle grosse job. Et nous, on voulait, dans le fond, que dans cette réflexion-là, ils intègrent la tarification sociale. Donc, on a profité de cette occasion-là pour faire valoir tout ça. Malheureusement, ils ont exclu la tarification sociale de la refonte tarifaire en nous disant on va y revenir un petit peu plus tard puis tout ça. On n'a toujours pas de nouvelles là-dessus. Par contre, au niveau national, on a débuté des discussions avec d'autres groupements, d'autres coalitions, d'autres collectifs, un peu partout au Québec. Donc, on a des organisations de Québec, de Montréal, de Rimouski, de la Mauricie. Donc, on a réalisé à quel point, wow, il y a vraiment beaucoup d'organisations à l'échelle du Québec qui se préoccupent du fait que le transport collectif est inabordable pour plusieurs personnes et que le droit à la mobilité, c'est une priorité qui permet l'accès à d'autres droits. Donc, si je peux me déplacer, je peux aller
avoir des services médicaux. Je peux aller à l'épicerie la plus proche pour me nourrir sainement. Je suis pas obligée d'aller au dépanneur à côté qui offre moins de possibilités. Je suis pas obligée de rater un rendez-vous sur 2 avec mon suivi médical parce que je n'ai pas l'argent pour me transporter. Donc, le droit à mobilité permet l'accès à d'autres droits essentiels, l'éducation, la santé, les services communautaires aussi. Et donc, on s'est coalisé, tout le monde ensemble, une grande coalition nationale pour le revendiquer dans la perspective des élections municipales. Donc, on s'est dit, on se réunit, on se regroupe, on fait une déclaration commune qui va être lancée sous peu. Et donc, on interpelle tous les candidates des élections partout au Québec pour dire il faut que vous penchiez sur la tarification du transport et qu'il y ait un tarif réduit d'au moins 50 % qui soit offert aux personnes en situation de pauvreté. Ça se passe partout ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Donc, il y a plein de modèles qui existent. Nous, on a répertorié tous ces modèles-là. Donc, un peu partout au Canada, un peu partout dans le monde, ça passe de la gratuité à 95 % de rabais sur la tarification. Donc, il y a plein de modèles, il y a plein de façons dont on pourrait l'intégrer. Au Québec, on a la Société de transport de l'Outaouais qui est une des premières à avoir instauré un tarif solidaire. Donc, on est dans ces réflexions-là. Donc, on se regroupe pour être plus fort puis faire entendre notre message là, à l'échelle nationale. Parce que ça s'applique au transport, mais ça peut s'appliquer à plein de choses. Mais quand, tu sais, l'idée du tarif unique, même pour les tickets de vitesse ou n'importe quoi, tu fais, c'est un prix fixe, mais si le ticket coûte 150 $, mais quelqu'un qui travaille au salaire minimum, ça n'a pas le même impact, mettons, que nous, que quelqu'un qui gagne 250 000, tu sais, ça veut dire que c'est quasiment, c'est un ticket pour les gens en situation précaire. La même chose pour la tarification, dès que c'est un truc unique, tu te dis, ça affecte les gens qui ont plus de difficultés, tu sais. Ça restreint l'accès. L'accès, oui, c'est ça. C'est genre, ça limite l'accès, mais jusqu'à complètement limiter l'accès. Tu sais, je veux dire, il y a comme des... Mais c'est aussi pour ça que dans le cadre des élections, on le défend auprès des municipalités de définir, par exemple, tout ce qui est les loisirs d'une municipalité, tu sais, que les personnes en situation de pauvreté puissent aussi s'inscrire aux camps de jour, aux activités de loisirs, à tout ce qui est offert par la municipalité. Il y a des choses qui sont gratuites déjà, il y a des choses qui sont peu chères, mais il y a d'autres trucs que non. Tu sais, donc, d'appliquer ce tarif-là. Puis il y avait des travaux en cours à Châteauguay qui ont eu lieu par rapport à ça. Donc, la tarification sociale qui peut s'appliquer aussi à l'accès à tous les services municipaux puis aux loisirs des villes. Écoute, le temps avance beaucoup trop vite, mais on va juste en terminant mentionner que la CDC va fêter ses 10 ans. Oui. Mais en 2022. Exact, oui. Fait que là, mais là, il n'y a pas encore d'idée de party, de patente, parce que là, on pète beaucoup, là c'est débarré, là. Oui, c'est ça. On n'a plus de limite, fait qu'on va en profiter. Mais oui, la CDC va fêter son 10e anniversaire en 2022. Okay. Donc, on est en réflexion là, avec un comité de travail pour savoir, là, ça va être quoi le calendrier des festivités. Mais ça s'en vient, donc j'ai bien hâte de pouvoir venir en rediscuter avec toi. Ça. Puis, je vous le dis d'avance, mais bravo pour les 10 ans. Merci. Et on va se rejaser d'ici là. Mais merci beaucoup pour ta discussion aujourd'hui. C'était super éclairant. Merci beaucoup, Mathieu.